encore des histoires de moteurs, je suis un tout petit peu à bout. Et là, les avocats de... Non mais la réglementation, elle va très bien, elle marche en fait. Ils ont la vie dure en ce moment, pas cool pour eux, et la FIA a décidé d'enfoncer le clou. Parce qu'on avait déjà les ajustements qu'on a vus pour Miami, mais là pour 2027, il y a un accord préliminaire qui a été mis en place entre la FIA et les équipes pour encore altérer des trucs. Tout ça en vue d'un changement réglementaire pour 2030, voire 31 au plus tard, qui annoncerait le retour des V8. Donc avec tout ça, on n'a plus le temps. Buvez Oli Energy. Là, il y a plein de trucs goût matcha qui débarquent. J'avais déjà leak la gourde sans faire exprès la dernière. Désolé Lou. Il y a une saveur énergie matcha fraise. Il y a une saveur hydratation matcha fraise kiwi. C'est ce que je bois actuellement là parce que une seule boisson caféinée par jour. Ouais, je suis un homme nouveau. Et il y a même un milkshake matcha qui débarque. Donc il y a plein de trucs cool et je crois que ça arrive le 16. Je vais vérifier mon Babbling Marketing. Inky, tu fous quoi? Ça arrive le 12. Donc normalement, ça sort demain. Normalement, c'est bon. Normalement, yes! Je suis dans les temps. Ça se trouve, la vidéo est sortie le 12. Bref, n'hésitez pas à utiliser le code Clippy chez Oli Energy pour 10% de réduction, parce que c'est... Non, vous savez quoi, en fait? Buvez Oli avec le code Clippy pour 10% de réduction, c'est une menace. Faut que je paye les croquettes des chats à France et Macron. Ça commence à faire chier. Si vous voulez ni gourde ni poudre, ce qui se comprend totalement, il y a le Super Thanks qui, en plus de me super remercier avec un super bout de monnaie que je vais dépenser au bar, me donne un boost au niveau du référencement que vous pouvez faire aussi gratuitement si vous êtes sur mobile. Il y a le boost, ça existe. Vous n'avez pas besoin de sortir le larfeuille systématiquement. Et le simple fait de commenter, si vous avez plus de boost, le simple fait d'être là, d'être présent, d'être dans les commentaires, ça fait déjà plaisir. Les temps sont encore plus troubles que d'habitude. Mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Sans plus de salam alek, bienvenue dans un énième Garage Talk sur la réglementation 2026 et pourquoi on s'en éloigne tout de suite. Bon, la Formule 1 a annoncé que les 50-50, donc le thermique et l'élec à part égale, ne seraient plus d'actualité en 2027. Le moteur thermique prendrait 50 kW supplémentaires, pendant que le système électrique, lui, en perdrait autant. Grosso merdo, on serait plus sur du 60-40. Bon, on va passer au-delà du fait qu'on n'est pas en 50-50 cette année non plus. On va passer au-delà du fait que Nostrada Clip a encore frappé, parce que souvenez-vous, il y a pas si longtemps, je vous disais, on fera pas de gros ajustements sur le split avant l'année prochaine. Mais la question subsiste, pourquoi alors que selon Stefano tout va bien, ajuste-t-on le split? Et surtout, est-ce qu'on n'irait pas, par conséquent, vers un autre format de course l'année prochaine? Bon, alors pourquoi on ajuste alors que Stefano nous a dit que tout va bien? C'est tout court, c'est parce que tout ne va pas bien. C'est ce que je vous disais sur la vidéo sur le sujet, là il y a une ou deux vidéos de ça. On prétend que tout va bien parce que admettre le contraire, ce serait un aveu d'échec et ça coûterait trop financièrement comme en soft power. Croyez pas que le soft power c'est limité à l'URSS et aux USA. Si quoi que ce soit, c'est peut-être encore pire justement dans le privé comme ça. Bref, on dit que tout va bien tout en ajustant le produit pour qu'il aille mieux. CF, mon parallèle avec l'industrie pharmaceutique. La course à Miami, qui était encore une fois très cool, pour l'instant, elle ne veut rien dire. Dans un vide, jugée comme telle, elle est super, elle est incroyable. À mater en VOD, quand Canal perdra enfin les droits de diffusion en France parce qu'Apple TV va débarquer en mode bim bim et que j'aurai plus besoin d'un putain de VPN pour regarder les courses. Je souhaite pas à l'équipe Canal de perdre son taf, parce qu'ils font un taf de fou. Je souhaite juste qu'on arrête de se foutre de ma gueule et qu'on me dise pas que ce soit pour des lois anti-tabac qu'on m'empêche de regarder les VOD. Bref, pour l'instant, comme on n'a pas vu si les ajustements actuels fonctionnent ailleurs, la saison n'est pas pour ainsi dire sauvée. C'est pas pour ainsi dire réparée. Le test à l'acide, ce sera vraiment le circuit Gilles Villeneuve au Canada parce qu'il y a peu de zones mi-vitesse où on peut se permettre de recharger alors que putain, à Miami, il y en a plein. Quand ils regardent bien, un circuit comme Gilles Villeneuve est très hostile à la recharge, un peu comme Bakou. Et du coup, ce sera l'occasion de voir si la course artificielle reprend ses droits. On pourra aussi voir si les vitesses relatives sont toujours un problème. J'ai du télémarketing qui m'appelle encore, super. Et de toute façon, on sait déjà que les pilotes pourront pas rouler flat out comme à l'époque. De toute façon, ça fait un bout de temps qu'on peut plus vraiment rouler flat out comme à l'époque, parce que avant ça, c'était les pneus, et quand tout le monde pouvait rouler flat out à l'époque, on se faisait quand même royalement chier. D'ailleurs, on m'a reproché plus d'une fois l'utilisation du terme artificiel pour parler des courses depuis le début de la saison. En utilisant notamment, pour décrédibiliser ce que je dis, comme exemple, le DRS, comme truc complètement artificiel, ou parler du KERS d'antan ou du déploiement de la batterie dans le règlement précédent. Alors, étant donné que j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font pas d'efforts quand ils écrivent ces trucs-là, bref, je sais, il y a des gens, en fait, je leur parle pas. Ceux qui sont justement très vocaux, qui veulent pas comprendre, je leur parle pas. Mais il y a une petite minorité parmi vous qui osent pas en parler, qui comprend pas pourquoi. Le DRS, j'en parle pas comme quelque chose d'artificiel, pas plus que ça, mais la course qu'on a maintenant, je la considère comme artificielle. Le DRS, le KERS, le déploiement l'année dernière, le push to pass dans d'autres catégories ou tout autre système du genre, ce sont des assistants
assistance au dépassement. Des assistantes qui peuvent d'ailleurs, et même le DRS dans certaines conditions, être utilisées pour défendre comme pour attaquer. Et le déterminant, le point commun entre toutes ces assistes-là, c'est que c'est le pilote qui décide. Le pilote est déterminant quand il s'agit de l'utilisation de la dite assist. Est-ce que c'est artificiel? Quelque part, ça l'est, oui. Si on joue un peu dans la sémantique, effectivement, ça peut être considéré comme artificiel. Et quand les gens parlent de course artificielle cette année, quand on parle de yo-yo racing qui n'a pas d'impact réel, où c'est pas tangible, où c'est pas de la vraie course, c'est parce que les pilotes ne sont plus déterminants dans les dépassements et que la majorité des dépassements qu'on voit, ou qu'on a vu du coup surtout ce début de saison, excepté Miami, ne sont pas des dépassements qui ont un impact sur la course. Ça passe, ça repasse, ça passe, ça repasse, et il faut attendre 3, 4, peut-être 5 tours avant que le dépassement il soit acté et définitif. Norris, Verstappen, Leclerc et Piastri l'ont tous dit plus ou moins à demi-mot. Il y a des fois où t'es obligé de doubler, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon ta batterie se vide. Si tu doubles pas, tu laisses le gars filer. Donc vaut mieux doubler maintenant, et quitte à se faire bouffer la ligne droite d'après, et éventuellement dans 2-3 tours avoir le bon différentiel pour faire l'écart. Ça, c'est plus aider un dépassement avec un artifice. C'est une course dont les dépassements, ou une grosse majorité d'entre eux, sont artificiels et automatiques. Après, vous pouvez continuer à pinailler sur l'utilisation du mot. Vous pouvez continuer à vous prendre la tête sur un bout de la phrase plutôt que sur l'idée globale du truc. Ça, c'est vous que ça regarde. Voilà, là, je m'adressais justement à ceux qui refusent de comprendre. Voilà, j'espère avoir clarifié le bail. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez droit à votre opinion, même si là, dans le cas présent, je considère qu'elle est merdique. Dans les faits, le changement de split pour l'année prochaine, il est pas mineur du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pouvait pas le faire plus tôt que l'année prochaine. Et encore, même l'année prochaine, c'est une target un peu ambitieuse, à mon humble avis. Le but, il est simple. On veut rendre les voitures moins dépendantes de la batterie et permettre aux pilotes d'attaquer plus longtemps sans devoir constamment penser à la recharge. Ce qui, à terme, pourrait vouloir dire que les pilotes vont pouvoir reprendre les virages à fond. Le truc, c'est qu'on parle d'augmenter la puissance du moteur, notamment en le laissant consommer un petit peu plus. Si tu demandes 10% de plus à ton moteur, tu risques d'augmenter la consommation. Alors je pense pas que tu l'augmentes de 10%, je suis pas ingénieur, si vous savez de combien de pourcents on augmente la conso en demandant 10% de plus au moteur. Et quelque part je me dis, logiquement tu demandes 10% d'essence en plus ou de conso en plus, mais il y a une partie de moi qui pense aussi que c'est pas... Enfin, ça matche pas one-to-one, la conso et la puissance. Il y a peut-être 3 ou 4% de conso en plus, je sais pas. Vous me direz si vous êtes ingé dans les commentaires. Ou pas forcément ingé, hein. Peut-être vous avez juste un intérêt tout particulier pour ce sujet-là et que votre teasum, justement, c'est la consommation d'essence. Allez-y, y a pas de problème. Mais du coup, ça, c'est le premier des gros problèmes, en fait. Non, pas que vous commentiez. Le fait qu'on demande 10% en plus en augmentant le débit de carburant. Parce que du coup, on a soit besoin de plus gros réservoirs, soit on a besoin de courses plus courtes. Et d'un côté, ça fout pas mal le sbeul en demandant un plus gros réservoir avec notamment la... C'est-à-dire qu'en ce moment, la FIA essaye de réduire le poids des voitures quand même. Et si effectivement on virait les batteries, ça nous allégerait pas mal. Si par contre on reprend une dizaine, vingtaine de kilos parce qu'on a des plus gros réservoirs et qui sont pleins, parce qu'on n'a pas de ravitaillement en Formule 1, ça va un peu à l'encontre de cet objectif de réduire le poids, et j'ai pas forcément envie qu'on se retrouve avec de nouveau des bagnoles léthargiques. Après, les voitures sont plus courtes, et ça aide peut-être un petit peu plus là actuellement que la réduction de poids. Mais bon, on a perdu quoi, 50 kilos? Si on en reprend 10, ça fait chier. Moi qui fais le yo-yo jusqu'à l'été en allant à la salle. D'un autre côté, si on a des courses plus courtes, ça va faire chier pas mal de promoteurs, parce que eux, ils vont avoir des courses qui seront plus courtes, et pour des raisons économiques, ils seront donc très mécontents. Et du coup, on entend parler de 2 ou 3 solutions. La première, ce serait de couper les GP en 2 et d'avoir en gros 2 courses. Alors, c'est des trucs qui ont été soulevés par des journaleux, d'accord? C'est pas tangible, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais en gros, d'avoir des GP en 2 courses avec un cumul des points, un peu comme le MXGP, qui est à mon humble avis une idée de merde. Pourquoi les sprints toute l'année ça marche en MotoGP? Pourquoi on peut faire 2 courses en MXGP ou en Supercross sans trop de problèmes? Et c'est parce que les courses sont pas les mêmes dans ces catégories-là. Et que tous les compétiteurs, même en MotoGP, ont des motos de réserve. Alors que ça coûte cher une MotoGP, on est d'accord. Mais on n'est pas aussi loin en termes de budget pour un véhicule qu'en Formule 1. Marquez a détruit sa bécane en sprint, il aura le plaisir de rouler sa bécane de réserve pour la péter en course et son pied avec. Peu importe quel os il lui reste qu'il a pas encore pété. Et en F1, ça fait belle lurette qu'on a plus de mulets dans le garage. Il faut remonter les années 2000 pour voir les pilotes courir jusqu'au garage pour aller récupérer la voiture de réserve. Et déjà à l'époque, on n'avait qu'une voiture de réserve pour 2 pilotes. C'est-à-dire que si les 2 s'étaient fait marron dans un red flag au début de la course, il y en a un des 2 qui repartait pas. Et c'est d'ailleurs une des grosses raisons qui font râler les équipes quand il s'agit de parler de rajouter des sprints dans l'année. Parce que casser une voiture
voiture quelques heures avant les qualifs, avec tout ce que ça occasionne comme taf en plus pour des mécanos déjà bien surmenés, ça peut aussi, dépendant des dégâts, vouloir dire que ça part de la pit lane le lendemain, voire même DNS complètement. Donc DNS c'est Did Not Start, un GP. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle les sprints en première moitié de saison sont relativement chiants. C'est parce que on essaye de rester sage, parce que les gros points c'est le dimanche. Et aussi il faut voir que la FIA choisit pas, ou la FOM, je sais pas qui choisit dans ce cas-là, mais ils choisissent pas les circuits les plus propices pour le sprint. Alors l'autre solution qui pour le coup est un peu plus raisonnable que j'ai entendu, c'est le retour des ravitaillements en course. Et je vois l'idée, j'y crois pas personnellement mais je vois l'idée, et je pense aussi que ça va encore un peu plus niquer le niveau des batailles en piste. Bon, déjà, c'est pas dans l'air du temps, n'est-ce pas? Même avec du carburant synthèse, comme la F1 se veut éco-consciente et un test bed pour les technologies futures, revenir à quelque chose d'ancien et de considéré par beaucoup comme dangereux, c'est, à mon avis, pas dans leur carte. Ensuite, oui, ça va baiser le niveau de la course, à mon avis. Parce que les voitures hors position avec des charges de carburant différentes, c'est marrant 5 minutes, mais on va un peu en revenir au même problème, c'est-à-dire que ça dépasse pas parce que c'est plus rapide, ça dépasse parce que moi je rentre dans 3 tours et lui dans 9. Dans les années 2000, on avait beaucoup de positions qui changeaient sans bataille réelle, et une Ferrari pouvait ressortir devant une McLaren simplement parce que la fenêtre de ravitaillement était meilleure, ou parce que genre on tentait un truc de baiser sa mère comme 4 arrêts au stand, mais ça c'était l'exception, pas la règle. On est dans une ère plus moderne de la Formule 1 où on fait moult simulations, et tu peux être certain que ça va devenir plus rentable justement de rester 1 seconde et demie derrière, préserver les pneus, pousser à fond sur 2 tours avant l'arrêt au stand, ravitailler, ressortir, et parce qu'on est dans le clean air, recreuser l'écart. Et donc on va une fois de plus avoir cette incitation stratégique à éviter le combat, exactement comme quand les pneus Pirelli étaient trop fragiles, c'est-à-dire depuis qu'ils ont remplacé Bridgestone. Et ça va aussi foutre un encore plus gros fossé entre les grosses et les petites équipes, parce que les petites équipes, souvent elles souffrent d'une moins bonne exécution, elles ont du moins bon matos de simulation et ont pas l'équipe stratégique la mieux payée, et généralement dans ce sport, t'as ce pourquoi tu payes. J'entends déjà l'argument arriver, oui mais en endurance c'est pas le même cheval. En endu, le pit stop c'est une partie de la course. Il y a aussi à ça qui vient se grainer le trafic multicatégorie, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment de clean air. Il y a le temps des relais, et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais en endu, le temps des pit stops il est beaucoup plus long. Et tout ça là, ça vient s'ajouter pour donner une expérience totalement différente de la Formule 1, où c'est un sprint 100% du temps. Là on va me parler de l'IndyCar. Et en Indy, c'est vrai que ça marche. Mais le truc c'est qu'en Indy, tout le monde a le même package aéro, qu'il y a beaucoup moins d'air sale, ou en tout cas que c'est beaucoup moins un problème. On peut se suivre bien plus efficacement qu'en Formule 1, on n'a pas besoin de rester 1 seconde derrière, préserver les gommes. Et si vous regardez un highlight de course IndyCar, vous allez vous rendre compte que la quantité de full course yellow qui neutralise la course et la font repartir était énorme versus la Formule 1 où on a finalement très peu de VSC et de vrais safety cars sur une course, même si on en a beaucoup plus qu'avant quand même. Ça pour dire, ça bouleverse pas autant les stratégies qu'aux States. J'ai pas la science infuse, soyons d'accord, c'est mon opinion sur le sujet. C'est une opinion qui s'est construite sur une certaine expérience en tant que spectateur, et vous pouvez en avoir une totalement différente. J'ai une expérience plutôt mauvaise du refueling en Formule 1. D'autant qu'à l'heure d'aujourd'hui, il va pas falloir long aux équipes pour trouver une fenêtre ou 2 fenêtres de ravitaillement optimales, et au final, tout le monde va s'arrêter en même temps. Et si vous voulez voir ce que ça donne, vous faites une course sur Gran Turismo avec des super Formula, avec les pit stops activés, et vous voyez comment on s'amuse pas du tout parce que tout le monde s'arrête en même temps. Après, il y a une dernière chose qui là, pour le coup, est une vraie piste qui, moi, m'excite beaucoup. Je suis lébran là-dessus, hein. C'est tout simplement une réduction de l'aéro. Moins de grip, moins de traînée, moins de conso. Moins d'aéro en Formule 1, donc moins d'appui, ça veut dire potentiellement moins d'air sale. Donc, des voitures qui se suivent un peu plus, un peu mieux, et plus de pouvoir dans les mains du pilote. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va revenir vers une formule qui est encore plus dépendante au niveau moteur, mais là encore, il y a moyen que ce soit bénéf. Parce que si on cumule la même formule aéro avec un retour au V8 et très peu d'hybrидation, donc en gros des moteurs simples à faire, dont le seuil est relativement bas, mais le plafond est relativement bas aussi en termes de ce qu'on peut faire pour le rendre parfait, on va dire, le moteur, on va arriver à un point d'équilibrium où toutes les équipes vont rapidement avoir les mêmes moteurs, ou des moteurs similaires, et où on va rendre au pilote, on va dire, un peu plus de liberté créative au volant. De toute façon, c'est simple, hein. Vous regardez la fin des règlements techniques en général, c'est les meilleures saisons. Parce que, genre, à peu près tout le top 3, sauf si c'est Ferrari, ont réussi à se catch les uns les autres. Maintenant, si tu réduis la complexité des voitures et que on obtient des voitures qui peuvent se suivre les uns les autres en seulement 2 ou 3 ans et où tout le monde se tient dans la même seconde, comme l'année dernière, on peut avoir une très très bonne course. Bon, par contre, pour la décision de justement ajuster le split, pour l'instant c'est un accord, donc sur le papier c'est un ok chef, on fait comme ça. Encore un règlement technique acté, tangible, que les équipes ont lu et peuvent se permettre justement de commencer à travailler vers. Et
là où il y a un gros problème avec ce règlement, c'est que ça va occasionner plein de frais pour des équipes qui sont déjà peut-être en train de flirter avec la cost cap, ou pour des équipes qui n'ont pas les moyens. Donc ça peut grave rabattre les cartes pour l'année prochaine. Là, si vous êtes Aston Martin Honda et que vous savez que votre moteur est en sueur, au point où on a créé une nouvelle catégorie à duo pour vous donner droit à un peu plus de développement et un peu plus de dépenses, vous vous frottez les mains. Alors là, vous vous frottez les mains. 2027, c'est notre année. Bon, 2031, 2030 si je peux, on repasse sur des V8, nous clame Mohamed Ben Sulayem, et je suis d'accord, on fout le camp, on prend les valises, on va dans le train, finito librido. Je veux le croire, premier degré, je veux le croire. Surtout que ce qui semble dire, c'est V8 et basta. Vous êtes pas content, barrez-vous, il y a plein d'autres constructeurs, plein d'autres motoristes qui seront très contents de venir en Formule 1 et faire du bif. Et on en parlait dans les 50 000 dernières vidéos, mais étant donné qu'il y a un peu de scale back sur les demandes constructeurs au niveau de l'ELEC, c'est toujours quelque chose qui est important pour les constructeurs, mais ça se prépare peu à peu plus à une cohabitation, co-remplacement, notamment parce que le carburant de synthèse semble être le nouveau Messi, parce qu'on peut garder l'infrastructure qu'on a déjà, etc., etc. Le règlement hybridé, 50-50, et même l'hybride ailleurs que dans un rôle de boost, a beaucoup moins de sens en Formule 1. Et du coup, la question va être, quel degré d'hybridation sera choisi pour 2030-31 ? Parce que c'est des questions qu'il va falloir se poser maintenant, parce que c'est un règlement technique qui arrivera rapidement, 2030 c'est dans 4 ans, vous vous rendez pas compte du temps de développement d'un moteur performant comme ça. Mais oui, il y aura un degré d'hybridation sur ce moteur-là. Déjà, même si on nous disait le contraire, on n'est pas con, nous sachions. Mais Ben Sulayem l'a dit, oui, ce sera hybride, mais avec une petite, mineure composante électrique. Alors moi je pense direct au KERS parce que ça fait depuis le début de cette saison que je vous dis retour au V8 KERS ce serait le pied avec ce règlement technique là. Sur le papier en tout cas ça me paraît bien. Là, on a Toto Wolff qui parle d'une plus grosse charge électrique, lui il parle de faire des méga engines de 1200 chevaux dont 400 seraient générés via l'élec et c'est de la merde hein, ce qu'il raconte. Alors, bon, d'une il sait ce qu'il fait parce que quand il dit V8 méga engine 1200 chevaux il sait que les gens vont se focaliser là-dessus sur ce bout de la phrase plutôt que sur les 400 générés par batterie. Les gens s'en foutent hein, dans leur grande majorité et puis que de toute façon la headline Motorsport qu'ils vont lire c'est Wolff en faveur d'un retour à un moteur 1200 chevaux méga engine mon cul sur la commode et généralement lisent pas l'article. J'ai pas grand chose contre le fait d'avoir une hybridation similaire au KERS c'est quoi KERS 2009 on skip 2010 2011 12 13 juste que 1200 chevaux c'est de la merde en barre. On a à premier degré pas besoin d'autant de puissance pour faire un sport à la fois intéressant et pertinent et divertissant. Preuve en est qu'en ELMS ou en WEC, on a moins d'aéro, moins de puissance et qu'on se fait v'là plaisir. D'ailleurs, si quoi que ce soit, on parle souvent de pertinence de tel ou tel type de motorisation. Mais là, si tu veux rester pertinent, justement, il serait peut-être temps de scale back, d'écheler arrière, pour traduire littéralement. Parce qu'on pourrait très bien avoir le meilleur règlement technique, les meilleures courses qu'on ait jamais vues de notre vie avec 750-800 chevaux. Ça me rappelle cette époque où il y avait l'Indy et le Champ Car, ou c'est ART, où il y en avait d'un côté t'avais l'IRL, donc l'Indy Racing League, qui avait baissé après le split la puissance des moteurs à 700 chevaux, et de l'autre côté en Champ Car où c'était monté à 900 et on était obligé d'utiliser des artifices. Comment il s'appelait l'aileron arrière plein là, solide, qui était censé justement créer masse de traînée, qui avait créé de meilleures courses d'ailleurs en plus. Bref, ça c'est un sujet pour une autre fois ça éventuellement. Bref, 1200 chevaux, c'est demander beaucoup niveau fiabilité et de deux engendrer des coûts de R&D bien sales à des motoristes qui vont justement vouloir rester pertinents avec leur objectif route, si possible pour pas cher. Surtout Audi et Honda, qui sont les deux manufacturiers les plus frileux à des grosses motorisations qui font bander bien fort. En tout cas, tout ça c'est un bel aveu d'échec. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. On n'est même pas au quart de la saison et ça veut déjà plus entendre parler de la motorisation actuelle. Et comme il y a ces discussions de changements pour 2027 et de plus gros changements encore, toujours sur base V6 hybride pour 2028, et à mon avis, ils vont vouloir paver la voie pour les V8 à partir de là, donc vous pouvez vous attendre à une grosse réduction dans le système hybride et une toute nouvelle gestion de l'énergie à partir de 2028. Peu importe quelle idée ce sera devenu le V8 d'ici là. Ah putain, pensez pour Cadillac qui est en train de développer un moteur qui, du coup, sera pas celui qu'on leur a dit qui est... Enfin, là, ils ont déjà dépensé des centaines de millions d'euros en R&D qui vont servir à que dalle. Quoique, ils seront peut-être très contents de passer au V8, même si leur spécialité, c'est plus les V8 très torqués avec redline assez basse. Bref. Il y a une crainte que j'ai, c'est que politiquement, la FOM et la FIA aient moins de poids d'ici là et que l'imposition du règlement puisse pas se faire parce qu'ils se sentent pas politiquement
stable. Mais putain, il faut à mon humble avis arrêter de se préoccuper de ce que veulent les constructeurs 100% du temps. Je pense que c'est une bonne chose de parler avec les constructeurs et d'avoir leur input sur la faisabilité d'un règlement, comme en 2014, où ça partait vers du 4 cylindres turbo hybride et Mercedes a step in en mode non. Pas possible vos targets à la con là. Et je pense pas qu'un constructeur, genre Mercedes, devrait décider de comment le règlement va se shape pour les années qui viennent. D'autant que là, on a un règlement qui est cher, qui est complexe et où le pilote a de moins en moins un rôle dans l'exploitation de la voiture. C'est abusé et faudrait d'ailleurs mettre le pilote de nouveau au centre de la course. C'est comme l'église au centre du village, quelque part. Et si les constructeurs, ils sont pas d'accord, bah ils sont pas d'accord. Cassez-vous. J'en ai plus rien à foutre au bout d'un moment. Ah non, mais moi, du empereur de la FIA, c'est fini. Je pense que justement, si tu veux rester pertinent, il nous faut une Formule 1 qui est moins chère en général. Parce que d'une, ça va attirer plus de privés, et quand il y aura un énième walkout des manufacturiers, on sera très content d'avoir de nouveau un Cosworth ou un Mugen qui débarque. Bon, Mugen n'était pas complètement indépendant, mais vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, ça peut aussi vouloir dire que les gros constructeurs, genre Honda par exemple, même si de manière corporate, si la maison mère est pas d'accord, qui voit plus l'intérêt du sport pour la pertinence par rapport à leur line-up route, si c'est suffisamment pas cher et que l'équipe de course peut s'autofinancer grâce aux sponsors et grâce au prize money, il y a moyen qu'ils les laissent bosser. Il y a moyen qu'il y ait moins d'influence corporate parce que les budgets seraient moindres et qu'on leur lâche la bride et qu'on laisse les passionnés, ceux qui taffent tous les jours pour que la voiture gagne, les vrais artisans de la victoire, qu'on les laisse bosser. Mais bon, ça, c'est peut-être folie douce. Bref, c'est Glibi d'Aclip, suivez-moi partout sauf dans la rue. On se retrouve bientôt sûrement pour une vidéo sim racing avec ce DLC F1 25 qui n'en finit pas de ne pas faire parler de lui. Alors qu'on devrait être pas loin justement de la période où on lance le marketing. Peut-être qu'ils attendent que je fasse ma vidéo pour me donner tort, on verra. Pourquoi je pense que ça cale, pourquoi je pense aussi qu'il faut qu'on arrête de se prendre la tête avec le réalisme une bonne fois pour toutes dans les jeux grand public à licence comme ça, et pourquoi vous allez pas être d'accord, et pourquoi vous allez m'insulter, mais bon, ça c'est... On vous aime. Le 40 coups d'écriture, c'est long, ça n'en finit pas. Et d'ici un mois à peu près, vidéo surprise où je sors de mon délicieux nouvel appartement. Bref, suivez-nous sur Twitch où on fait des jeux de vroom vroom et des jeux de pas vroom vroom parfois. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, partout. On fera sûrement du Horizon 6 quand ça sort. Il y aura sûrement aussi une vidéo première impression là-dessus. Et c'est tout. C'était Clippy la Clip. Bisous. Buvez Oli Énergie. Bon, là, on a besoin d'argent.